est-il de la féminisation des instances dirigeantes? C'est le sujet qu'on va évoquer dans notre prochaine table ronde avec Fabienne Michaille, directrice, fondatrice du cabinet Leaders Lab, que je vous demande d'accueillir. Bonjour Fabienne, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse vous installer. Vous êtes vous-même une ancienne dirigeante du groupe LVMH, engagée sur les sujets de mixité depuis plus de 30 ans à travers vos différentes activités. Je pense par exemple à l'association Equaleaders. Autant dire que vous êtes une experte véritablement de ces questions qui traversent du coup notre prochain débat. Je m'arrête là, je vous laisse la parole jusqu'à 14h45. Alors, merci beaucoup. Très heureuse d'être avec vous. Et alors, je vais demander, honneur aux hommes, à Denis Mineret de me rejoindre. Voilà, sur cette table ronde, nous serons plutôt des femmes. Donc, je vais demander à Naïma Korchi également de nous rejoindre. Et enfin, Elisabeth Chungi. Alors, vous avez été surpris par le chiffre qu'on vient de donner là? Oui, non, non, pas vraiment surpris. Un peu quand même, hein. On pensait qu'on serait plus loin que ça. Hein. Ben oui. Alors, du coup, je vais vous poser une question assez simple. Là aussi, vous aurez la réponse, je pense. Quel est le point commun entre Hinda Garbi, Catherine McGregor, Christelle Edman et Estelle Brachlianoff? Quel est leur point commun? Ce sont des femmes, oui. Merci. Oui, alors, presque vrai. Il n'y en a aucune qui est PDG. Elles sont ou DG ou présidentes, mais des PDG, il n'y en a pas. En tout cas, elles dirigent une entreprise du CAC 40. Donc, bravo, oui. Et donc, aujourd'hui, pourtant, les femmes dans les COMEX, grâce à la loi Marie-Pierre Exin, nous sommes en train d'avancer et avancer à grands pas. Vous savez, il y a cette fameuse loi sur les quotas de femmes dans les instances dirigeantes. À la fin 2026, il devra y avoir 30% de femmes dans les COMEX des entreprises de plus de 1000 collaborateurs et 40% fin 2029. Et on se rend compte qu'en 10 ans, on a énormément progressé sur la place des femmes dans les COMEX, les CODIR et même à la tête de grandes entreprises. Je connais Isabelle Kocher de l'Eritz, qui a été la première femme DG d'Engie. Et à l'époque, elle était toute seule. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu mieux. Il y en a 4. On a multiplié par 4. Donc, plus 400%. Mais du coup, on pourra s'interroger finalement, est-ce que les quotas ont fortement aidé? Alors, mon guess, c'est que oui, les quotas ont beaucoup aidé à cette présence des femmes. Et donc, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les femmes ont pu rejoindre des instances dirigeantes et des COMEX, puisque nous avons une personne qui appartient, merci Elisabeth d'être là, qui appartient à un COMEX de grands groupes. Donc là-dessus, on a avancé, mais par contre, sur la diversité ethnoculturelle, là, il y a encore énormément à faire. Et on va en parler maintenant avec nos invités. Et peut-être que les chemins qui ont permis aux femmes d'être plus nombreuses dans les COMEX, ce sera peut-être des chemins aussi, en tout cas on s'interrogera, pour la place des femmes et des hommes issus de la diversité ethnoculturelle. Alors je vais commencer par poser la question à Denis, la minorité de ce plateau. Donc Denis, vous êtes Chief People Officer d'Opella, donc directeur RH. Et avant de rejoindre Opella, vous avez occupé plusieurs fonctions RH au sein de grandes entreprises internationales de secteurs aussi variés que la construction, l'industrie, les biens de consommation. Et donc, je pourrais citer Mars, Barilla, Lafarge et SPI. Vous êtes titulaire d'un DESS en ressources humaines et vous êtes aussi certifié en leadership et coaching. Donc, vous allez pouvoir nous éclairer sur cette table ronde. Donc, avant de vous poser la question, je vais présenter aussi Naïma Korchi. Alors, Naïma, vous êtes juriste internationale. Vous avez un parcours très varié, ex-fonctionnaire des Nations Unies, fondatrice et présidente de Africa Women's Forum, consultante internationale sur les femmes et le leadership.
Et vous avez été diplômée en droit, je crois, à Assas. Voilà. Et Elisabeth Chungi. Alors, Elisabeth, vous êtes membre du COMEX d'Orange, directrice exécutive en charge de la RSE du groupe. Vous avez été également journaliste, vous êtes autrice et vous portez aujourd'hui la stratégie et les plans d'action sur les enjeux environnementaux et sociétaux du principal opérateur de télécom dans le monde. Alors, je vais poser quelques questions à nos invités aujourd'hui. Denis, on va commencer par vous. En fait, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu le COMEX d'Opella? Je crois que vous avez un COMEX d'une configuration assez particulière qui ne ressemble pas à ceux des autres boîtes du CAC 40 ou en tout cas des très grandes entreprises françaises. Vous êtes un homme DRH dans un métier qui maintenant est aujourd'hui plutôt réservé pour atteindre les quotas toujours aux femmes. J'ai beaucoup d'amis DRH qui se sont retrouvés à chercher des emplois parce qu'on leur disait « attention, ce poste-là va être réservé dans les années qui viennent à des femmes ». Donc vous êtes un homme DRH, vous arrivez à résister face à cette vague. Donc vous êtes un peu une exception. Est-ce que vous pouvez nous parler du COMEX Opella? Alors, je ne suis pas sûr des trucs d'exception. Il y a quand même beaucoup d'hommes aussi des RH, mais moi je me laisse porter par la vague. Je ne résiste pas à la vague. C'est toujours la meilleure façon de fonctionner. Donc Opella tout d'abord, Oui. peut-être si je peux me permettre. Nous sommes si ça ne parle pas dans la salle, Doliprane, ça vous parle dans la salle, je pense. Nous sommes le 3e acteur sur la santé au quotidien. Et vous avez en France toutes les marques Doliprane, Lysopaïne, Phytoxyl, ce genre de marques font partie de notre gamme de produits que nous avons dans le monde. C'est 11 000 collaborateurs, c'est 5 milliards de chiffres d'affaires avec une présence dans le monde entier. Très, très, très diverses et variées. Et puis en France spécifiquement, nous avons 1600 personnes. Le siège est à Neuilly. Nous avons 36 nationalités dans le siège. Et puis au siège. Et puis nous avons deux très belles usines, une à Lisieux et une à Compiègne. Donc ça nous donne un ancrage très, très fort en France. Donc voilà pour Opella. Et puis pour répondre à votre première question, moi je suis souvent aussi en minorité au niveau de l'Exco, c'est-à-dire que nous sommes un Exco qui est composé de 12 personnes et nous avons une parité. Nous avons autant d'hommes que de femmes. Et souvent, je raconte cette anecdote que j'ai eu récemment. J'ai fait une photo dans un de nos calls du vendredi où j'étais online. Et puis, j'étais le seul homme et il y avait mes 5 collègues, Julie, qui est la CEO de la compagnie, Adeline, qui est la CFO, Joséphine, qui est en charge de la partie science, j'avais Claire, qui est en charge du juridique, et puis j'avais Caroline, qui est en charge d'une région Amiens. Donc j'étais le seul homme et le DRH. Si on m'avait dit ça il y a 20 ans, je n'aurais pas cru. Donc c'est possible. C'est possible, mais en plus d'avoir la diversité avec cette parité, qui est très très importante dans nos décisions, nous avons également 7 nationalités. Donc, on a Joséphine est nigériane, on a bien sûr, on a un Américain en Amérique, j'ai Écossais, Français, Belge, on a un Franco-Algérien qui s'occupe de tout ce qui est manufacturing. Donc, on a vraiment une diversité qui nous apporte beaucoup, beaucoup de richesse. Et si je peux me permettre, c'est que la raison pour laquelle nous avons voulu cet engagement, c'est que en priorité, on a un métier où on doit servir des consommateurs. Et quand vous rentrez dans une pharmacie, très souvent, la personne qui s'occupe de vous est majoritairement des femmes dans le monde. Et souvent, quand vous allez acheter des médicaments, vous avez plus de consommatrices que de consommateurs. On a tous cet exemple, maman, où est mon produit, dans la petite boîte à chaussures qui est en haut à gauche. Mais très souvent, c'est une maman ou une grande sœur plus qu'un homme. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas, ça m'arrive. Mais on a toujours cette tendance et nous, on veut refléter nos consommateurs. Donc, d'où cette volonté dans l'entreprise. Merci beaucoup. Et alors justement, on entend souvent le fait qu'il est important que le comité de direction représente la société, soit un peu à l'image de la société. On a eu, alors vous avez certainement entendu parler du backlash, de ce fameux retour en arrière, suite à certaines politiques qui viennent d'outre-Atlantique. Et il y a eu un sondage Ipsos qui a été fait en avril qui montrait qu'en fait les consommateurs étaient très attachés
français étaient très attachés à ce qu'il reste une politique diversité en France. Donc vous dites ressembler à la société. Pour vous, c'est un enjeu pour les consommateurs. Est-ce que c'est aussi un enjeu pour les fournisseurs, pour d'autres parties de la chaîne de valeur? Oui, et nous sommes également une entreprise certifiée B Corp, donc ça fait partie de nos engagements. Mais ça fait aussi partie de notre culture au quotidien en tant qu'entreprise. Opella est une séparation de Sanofi. Sanofi était déjà comme ça. Sanofi a gagné de nombreux prix dans le monde en termes de diversité. Donc ça fait partie intégrante de qui nous sommes et nous y croyons. Et c'est aussi pour ça que nous sommes associés avec Mosaïque sur un partenariat pour recruter des stagiaires qui viennent de zones dites, je dis bien dites, quelquefois sensibles. Et donc, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de qui nous sommes et qui nous voulons rester. Quels que soient les agissements de politique dans le monde, nous continuerons de faire ce que nous pensons être la meilleure pour les salariés et pour nos consommateurs. Merci Denis. Alors je me tourne vers Elisabeth. Donc Elisabeth, en tant que... Alors je connais un petit peu Orange, vous avez beaucoup de femmes dirigeantes dans le groupe. Vous avez notamment en Afrique des femmes qui ont dirigé ou qui dirigent des filiales. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler, alors à la fois aussi de votre expérience en tant que femme, et puis nous dire finalement quels ont été pour vous les plafonds de verre que vous avez dû dépasser et pourquoi Orange a misé sur notamment des femmes qui prennent la tête de filiales et qui réussissent très bien dans des environnements qu'on pourrait imaginer, après on demandera à Naïma, dans des environnements qu'on pourrait peut-être naïvement imaginer comme pas forcément faciles pour les femmes. Merci, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là ce matin. J'ai la chance d'avoir pour patronne Christelle Edman, membre du Quatuor que vous avez cité, Fabienne. Alors, j'aime beaucoup, vous voyez le verre à moitié plein en disant, voilà, là, la place des femmes dans les instances dirigeantes a progressé, et c'est bien. Moi, je vois quand même le verre à moitié vide, c'est-à-dire 4 sur 40 entreprises du CAC 40 et présidente ou DG, il y a encore un peu de boulot. La chance qu'on a chez Orange, c'est d'abord qu'on considère que la diversité est une source de performance. Et ce n'est pas une parole en l'air, c'est pas un motto comme ça. En fait, je pense qu'aujourd'hui, vous voyez le monde volatile dans lequel on évolue, l'urgence climatique, la fracture sociale, l'IA qui va tout percuter, enfin, tous ces défis de notre temps, qui peut raisonnablement croire encore qu'il est possible de résoudre ces défis avec des gens à la tête d'entreprises qui sortent du même moule, qui ont le même sexe, la même origine, le même parcours, les mêmes diplômes. Enfin, je pense que ceux qui pensent encore cela se trompent et leur entreprise ne sera pas durable. Pas durable au sens de la RSE que je porte, parce que la finalité de la durabilité, c'est les investisseurs. Ils regardent la durée de vie des entreprises et la RSE est un facteur important de durabilité. Donc tout ça pour dire que c'est très naturel chez Orange. Il y a eu une accélération avec l'arrivée de Christelle Edman, parce que voilà, le rôle modèle, c'est comment on change nos process, c'est comment cette idée de diversité rentre au cœur. Donc un exemple concret, quand on a un comité pour regarder les nominations d'exécutifs, donc les instances dirigeantes du groupe, si vous arrivez avec une shortlist où il n'y a que des hommes, vous êtes recalé, vous allez revoir votre copie et vous revenez avec une shortlist avec une femme. Donc concrètement, en Afrique, oui, nous avons des dirigeantes de pays. Je pense à Aminata, à Madagascar, je pense à Aïcha en Sierra Leone, au COMEX, évidemment, et des CEO, la CEO Europe, Marie-Noël, la CEO B2B. En Europe aussi, Ludmila en Pologne, Olga en Moldavie. Donc, c'est vraiment ancré. Et ce qui est intéressant et dans votre propos introductif, c'est aussi de relever, parce que déjà on parlait des comités exécutifs, il n'y a que 28% de femmes seulement dans les COMEX du CAC 40, moins d'un tiers. Et c'est vrai que si on regarde la diversité ethnoculturelle, alors évidemment on ne peut pas compter puisqu'il n'y a pas de statistiques ethniques, mais moi j'ai quand même fait l'exercice, nous ne sommes que 2 femmes d'origine africaine dans les comités exécutifs du CAC 40. Karima Sylvan, DRH d'AXA, et moi-même, ici présente. Et c'est intéressant de prendre ce regard parce que, vous savez, la France, c'est un peu un pays du moule. On aime bien aussi saucissonner, on aime le saucisson.
Mais tout ça pour dire que le combat pour l'égalité des genres dans les instances dirigeantes des entreprises rejoint aussi celui de la diversité ethno-culturelle. On a besoin de tous les talents. Et nous, parce qu'on pourrait se dire, OK, on coche les cases sur les instances dirigeantes, mais en fait, c'est plus loin. C'est-à-dire, à Orange, nous sommes quand même un opérateur majeur, 25 pays, 300 millions de clients. Et donc, on ne peut pas s'arrêter aux portes de notre entreprise. C'est-à-dire, c'est un impact systémique. Parce que pour alimenter le pipe, j'ai appris le langage corporate depuis que je suis chez Orange, ça commence sur le terrain, et donc avec plein de programmes. Notre programme Femmes Entrepreneuses dans toutes les régions de France, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. Comment aussi, à travers l'association Capital Filles, qui a été fondée par Orange et que je préside, on va chercher, grâce au mentorat, on accompagne des jeunes femmes de cette France dite périphérique pour ouvrir tout le champ des possibles, et elles réussissent merveilleusement bien quand effectivement on construit cette approche en écosystème. Et vraiment, nous aujourd'hui chez Orange, on se positionne résolument dans cet écosystème pour plus de mixité, et aussi pour une autre vision de ce partenariat Europe-Afrique. C'est-à-dire, on s'appuie beaucoup sur nos diasporas, ici, les diasporas africaines, parce qu'il y a aussi des choses à construire avec le continent africain. On est présent dans 18 pays. Donc, on est vraiment dans cette approche systémique. Merci Elisabeth, très intéressant comme illustration. Je vais passer la parole maintenant à Naïma. Particulièrement parce que franco-marocaine, vous avez des choses à nous dire, notamment sur ce qu'on appelle les stéréotypes. On en a parlé là tout à l'heure avec le professeur en neurosciences. Ces fameux stéréotypes qui viennent polluer à minima, on va dire, nos représentations, mais parfois aussi nos décisions. Et Naïma, quand nous avons échangé, vous m'avez parlé de votre conception ou de la conception que peuvent avoir notamment certains Français, cette perception de la manière dont les stéréotypes de genre jouent sur la présence des femmes ou des personnes diverses de manière plus large. Merci Fabienne, bonjour à tous, merci pour l'invitation, je suis ravie parce que je ne suis pas souvent en France, parce que moi j'ai mon parcours, donc j'ai fait mes études en France, issue de la diversité comme on dit, même si je n'ai pas trop ce mot-là. À ça, j'ai fait du droit international et j'ai fait un parcours aux Nations Unies, et notamment sur le continent africain. Et donc, ça m'a amené justement à rencontrer beaucoup de dirigeants. Et après, je me suis spécialisée justement j'ai créé une association qui est devenue maintenant une fondation, Africa Women's Forum, justement pour réfléchir sur ces questions de leadership et de femmes. Et notamment parce que quand j'étais sur le continent africain, j'ai découvert un leadership des femmes que je ne connaissais pas quand j'étais en Europe. Donc, en fait, le fait aussi d'être dans l'international nous permet d'être observateurs. Donc, moi, j'ai quitté plus ou moins la France, je fais des allers-retours. Et en fait, la France, quand on va, on peut faire la conclusion, c'est-à-dire on peut mieux faire en termes de diversité, d'inclusion. Par exemple, c'est des systèmes en France, c'est quand même un système assez linéaire. Même, par exemple, dès le recrutement, on nous demandait, je me souviens quand j'ai commencé, il faut avoir 10 ans d'expérience, 5 ans dans la même entreprise. Et par exemple, il y a des pays, il y a des systèmes qui sont beaucoup plus flexible, c'est-à-dire le système anglo-saxon, vous pouvez être dans un domaine une année et switcher, ce qui vous demande qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donc, dans l'entreprise, pour arriver au niveau des dirigeants, c'est un peu comme un immeuble. Plus vous montez dans un étage, plus il y a moins de monde et plus il y a moins de femmes. Donc déjà, en fait, on connaît pourquoi en fait il y a beaucoup moins de femmes, parce que déjà il y a beaucoup d'autocensure. Quand on arrive à un étage, c'est-à-dire cet étage-là, c'est celui entre 30 et 40, où les femmes se disent bon, c'est la maternité, donc il y a celles qui vont arrêter parce qu'on a aussi envie d'avoir une vie de famille, donc il y a beaucoup déjà moins de femmes. Et puis il y a aussi en fait ce qui ralentit, et ce que j'observe aussi, que ce soit parce que je travaille pas simplement dans les femmes leaders en entreprise, mais aussi en politique, parce que j'ai aussi une autre casquette, je suis experte dans la prévention des conflits, donc je travaille beaucoup dans l'humanitaire. Et donc, que ce soit en politique ou dans l'entreprise, on est beaucoup plus exigeant vis-à-vis des femmes. C'est-à-dire, on va leur demander des compétences, forcément, qu'on ne demande pas aux hommes. Par exemple, les femmes que vous avez citées du 440, c'est des femmes qui ont fait leur parcours dans l'entreprise, c'est-à-dire qui ont fait vraiment leurs armes dans le milieu, donc elles ont des compétences. Parfois, on peut nommer un homme qui vient d'un secteur, par exemple, politique, et il devient PDG d'une grande entreprise. Donc, il y a ça aussi, ce filtre-là, qu'on est plus exigeant dans les compétences des femmes. On va vraiment passer au crible son CV, est-ce qu'elle est capable de faire ça, ça, ça. Donc, c'est un deuxième filtre.
Et ensuite, le troisième fil, c'est que finalement, le milieu de l'entreprise, même en France, il reste quand même assez masculin, avec un profil qui n'a pas beaucoup changé depuis que j'ai fini mes études, c'est-à-dire des gens qui sont issus des grandes écoles. Il y a aussi ce filtre-là, en fait, du parcours, parce que les femmes que vous avez citées, ce sont des femmes aussi qui viennent pratiquement d'un même secteur, c'est-à-dire des écoles de commerce, c'est-à-dire le même profil, ingénieur, école de commerce. Donc, c'est pratiquement, bon, elles sont compétentes, je ne remets pas ça en cause, mais déjà, même pour avoir accès à ces écoles-là, polytechniques, grandes écoles, c'est déjà un filtre à la fois financier, économique, qui fait que la diversité, ces gens de la diversité, c'est déjà un filtre aussi économique. Donc, vous voyez, à force de filtrer à chaque étage, quand vous arrivez au sommet, déjà, il y a très peu de femmes parce qu'il y a un freinage individuel. Il y a beaucoup de femmes aussi, justement, comme elles savent qu'on est plus exigeant vis-à-vis des femmes, ne vont pas y aller. Il y a beaucoup de femmes aussi qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire, comme elles savent que c'est exigeant et qu'à la moindre erreur, on va leur dire, vous voyez, les femmes, elles ne sont pas compétentes, c'est pour ça qu'on ne les met pas. Donc, c'est pour ça que même pour la France, donc moi, je suis plus exigeante vis-à-vis en France, on me dit vraiment, on devrait mieux faire. Parce qu'il y a aussi, je vais parler des stéréotypes, en général, et même avant de commencer d'aller sur le terrain, on pense que quand un pays économiquement est très développé, donc ça devrait y aller en termes de droits, et notamment aussi pour les femmes. Mais ce n'est pas vrai. Par exemple, vous voyez de grandes puissances économiques, comme la France, comme le Japon, mais la situation des femmes est encore assez traditionnelle. En France aussi, par rapport à la puissance économique française, en termes, puisqu'on a encore besoin de quotas, c'est que la société n'est pas prête à avoir des femmes. Alors, par exemple, parce que je travaille beaucoup sur l'Afrique, en Afrique, par exemple, que ce soit dans le politique, les statistiques, par exemple, des femmes politiques africaines dépassent de loin les statistiques françaises. Par exemple, pour Rwanda, c'est 60% de femmes parlementaires. Il y a des femmes présidentes en Afrique, plusieurs. En France, on a eu 2 premiers ministres femmes, puis il y en a un, elles ne sont pas restées très longtemps. Donc, et les stéréotypes que j'entends ici dans les sociétés occidentales contre les femmes sont des stéréotypes que je n'ai pas entendus en Afrique. Par exemple, en Afrique, le filtre, c'est économique, c'est avoir les moyens de faire campagne. Mais ici, on se souvient tous, par exemple, même dans la politique, quand Ségolène Royal voulait se présenter, on a eu dans la presse des stéréotypes, mais vraiment basiques. Donc, c'est pour ça que j'ai créé aussi Africa Women's Forum pour donner aussi plus de visibilité à ce leadership qui vient des pays du Sud et des stéréotypes qu'on entend encore dans la société française contre les femmes. C'est-à-dire qu'on va remettre, à chaque fois qu'elles font une erreur, on va remettre en cause, vous voyez, je ne dis pas que c'est général, mais c'est des stéréotypes que je vois parce que j'ai la chance de travailler dans plusieurs pays anglo-saxons, africains, et qu'on entend encore. Et ce que je trouve dommage, justement, parce qu'on est dans un forum de la diversité, c'est justement dans ces cas, il n'y a pas de success story de dirigeante. Il y a une Tunisienne, celle qui dirige Veritas, mais son parcours, elle vient de Tunisie. Donc, je n'ai pas trouvé vraiment, parmi les quêtes, quelqu'un qui vient de la diversité. Par exemple, on n'a pas cette success story d'une personne, oui. Donc, il faut d'une personne qui vient des quartiers et qui maintenant termine CEO d'une grande entreprise. Ah, on a Rachida Dati. Non, mais ça, c'est en politique. Oui. Donc, justement, j'allais venir, si vous me faites une bonne transition. En politique, grâce justement sous le mandat de Sarkozy qui avait nommé Ramayadeh, Rachida Dati, donc maintenant, on est familier d'avoir des ministres issus des diasporas de la diversité. Mais c'est dommage que dans l'entrepreneuriat, dans le milieu de l'entreprise, on n'a pas encore ces visages, c'est-à-dire dans les médias, on a quelqu'un qui est vraiment un pur produit de la diversité et de la réussite personnelle, par exemple des quartiers, et qu'on trouve à la tête d'une grande entreprise. Alors que dans le politique, on a vu que maintenant, il y a beaucoup de députés, il y a beaucoup de ministres, et ça fait partie... c'est acquis, c'est acté. Okay. Dans l'entrepreneuriat, non. Et donc, il y a ce plafond de verre à la fois économique. Il n'y a pas de success story qui est visibilisé dans le milieu de l'entrepreneuriat de grands directeurs ou de grands issus de la diversité. Donc, conséquence de ça, et je tiens aussi, c'est-à-dire maintenant, il y a aussi beaucoup de départs des compétences issues de la diversité ailleurs. Notamment, moi, je viens du Maroc, et il y a maintenant un accueil, un appel, parce que notamment avec cette atmosphère en ce moment, je ne vais pas aborder notre débat assez stigmatisant, avec des médias assez hostiles. Il y a toutes ces compétences, parce que les gens de la diversité, le système français, on peut lui reconnaître ça, forme très bien les personnes. Donc, vous avez des gens qui arrivent, qui ont des masters, qui ont des niveaux universitaires très importants et qui galèrent dans les entreprises parce qu'il y a le plafond de verre, parce que vous vous appelez Mohamed ou Fatima, donc vous allez rester à un stade maximum de peut-être de responsable de projet ou de directeur de division. Et il y a des pays émergents qui les attendent les bras ouverts. Par exemple, au Maroc, il y a beaucoup maintenant, mais il y a même la presse qui commence à en parler, de retour des compétences en Côte d'Ivoire, au Sénégal, parce que c'est des compétences très bien formées et qui vont trouver, par exemple, dans leur pays. Par exemple, moi, on m'a offert à la trentaine un poste de directeur international Afrique à Casablanca.
et peut-être je l'aurais jamais eu ici. Donc, l'avis que je donne, s'il y a beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est attention à ne pas perdre ces compétences-là, parce que maintenant, leur pays d'origine, qui avant, il n'y avait pas une qualité de vie donc qui poussait les gens à rester en France. Maintenant, vous allez à Rabat, Casablanca, la qualité de vie, elle est aussi bien qu'à Paris. Donc, il y a non seulement les Marocains partent, mais aussi il y a beaucoup de Français aussi qui partent parce qu'ils vont trouver un poste ici de simple chef de projet. On va leur offrir un poste de directeur avec un salaire très confortable et donc aussi une valorisation de sa personne. Merci. Et ça, c'est ça qui manque. Merci Naïma. Justement, je vais me tourner vers Denis. Comment faire pour retenir ces talents finalement? Ces talents dont un certain nombre d'entreprises françaises se privent. Quel serait pour vous qui êtes DRH, donc là vous avez la main sur la partie personnelle ou collaborateur, qu'est-ce que d'abord vous faites ou vous avez envie de mettre en place pour lutter contre ces stéréotypes qui sont liés à la capacité de ces personnes à rejoindre une fonction de leadership? Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour retenir ces talents? Une fois que vous les avez identifiés, les retenir. Nous faisons beaucoup de choses. Moi, j'ai la chance de venir d'une entreprise. J'ai rejoint Sanofi puis Opella il y a 4 ans. Je viens d'une entreprise Mars, qui est une entreprise américaine, où ce que vous décrivez, quelque chose qui existe beaucoup moins, qui est moins stéréotypé en tout cas. Et donc, moi, ce que j'ai appris, c'est tout d'abord, on ne regarde pas le diplôme. En tant que tel, on ne regarde pas forcément l'école des mines ou Polytechnique ou autre. Et c'est ce que j'ai la chance de pouvoir faire aujourd'hui chez Opella. Moi, ce qui m'avait frappé quand je suis arrivé il y a 4 ans, c'est que je suis rentré dans les bureaux chez Opella. Et à l'époque, ça faisait partie de Sanofi. Et ça ne reflétait absolument pas la diversité que l'on veut avoir. Donc, on peut parler de stéréotypes, de mesures, mais après, ce que vous voyez dans l'entreprise. Donc là, vous pouvez déjà avoir une opportunité de créer des éléments. Vous avez des éléments systémiques, comme vous l'évoquiez, où quand vous travaillez avec un CIO femme, vous avez un biais, et qui est un biais positif, qui se crée dans l'organisation. Donc, on fait également, il est impossible de faire des entretiens si vous n'avez pas un panel qui est représentatif. Donc, on avance dans cette partie-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 54% de femmes qui sont managers. J'avais 46% il y a 4 ans. Et donc ça crée également un biais parce que vous ouvrez des conversations. Depuis que je suis chez Opella, j'ai jamais eu autant de conversations sur les règles douloureuses et sur la ménopause. Mais ça fait partie de choses qui font partie de la vie d'une femme. Ouais. Et quand vous êtes dans une entreprise, vous le faites. On a un congé, par exemple, paternité-maternité qui est équivalent, qui est à 14 semaines dans le monde entier. Vous avez énormément d'initiatives que vous pouvez amener. La prochaine étape qui arrive en France dans quelques semaines, mois, c'est toute la transparence sur les salaires. Donc là, tout le monde va vouloir démarrer sur des choses comme ça. Chez Opella, les femmes, en moyenne, sont payées 12% de plus que les hommes. Donc, c'est rare. Donc, voilà. Donc c'est aussi pour ça, c'est que Opella recrute. Quand on parle de stéréotypes, moi, je veux aussi dire qu'il y a énormément de choses qui se font dans énormément, enfin, j'espère en tout cas. Et quand on a le pouvoir de changer les choses de manière sociétale, si nous n'étions pas avec un private equity, mais en bourse, nous serions au CAC 40 en termes de taille. Et donc, je pense qu'à mon humble niveau, nous avons les moyens de faire changer les choses. Donc, c'est des choses comme ça que l'on peut faire. Mais demain, j'invite, alors pas tout le monde demain, hein, mais venez chez Opella, venez dans les bureaux. Et ce que vous voyez, c'est en tout cas la diversité qu'on a envie de voir en France. Et alors, Elisabeth, pour vous, ce qu'on vient d'évoquer sur les stéréotypes, sur la manière de retenir ces talents, enfin, en tout cas, de les faire monter, qu'est-ce que la position d'Orange? La position d'Orange, encore une fois, c'est qu'on valorise tous les talents. Et c'est vraiment, effectivement, ça commence par voilà, aller au-delà des biais, recruter différemment. Moi-même, j'en suis l'incarnation, parcours dans les médias. Je me retrouve au COMEX d'une boîte de la tech. Je ne connaissais rien aux télécommunications avant de rejoindre Orange. Je le dis très humblement, mais simplement, qu'est-ce que Stéphane Richard, à l'époque, le patron d'Orange, est allé chercher? Il est allé me chercher à un moment où les objectifs de RSE, donc la stratégie environnementale du groupe, la stratégie d'inclusion numérique, étaient embarqués dans le plan stratégique du groupe. Donc, c'était la première fois qu'il n'y avait pas juste un plan 100% financier, mais des objectifs extra-financiers. Et il fallait l'incarner fortement, cela.
Et donc j'ai eu cette chance justement qu'il ait ce mindset, qu'il se soit pas dit comme chez Orange c'est une boîte de polytechniciens ou Mine c'est une boîte d'ingénieurs, et il s'est dit les soft skills ça existe. Et en fait c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est vraiment ça. Donc non, je n'avais pas fait Polytechnique, mais je savais par mon expérience de journaliste creuser dans le sujet pour en retirer une vision stratégique. Je savais écouter, donc c'est aussi derrière un leadership différent. Je pense qu'on ne peut plus diriger une entreprise aujourd'hui comme avant. Il y a les parties prenantes, donc il faut savoir les écouter. Donc j'avais cette capacité d'écoute, puis j'avais mes propres engagements dans tout mon parcours qui résonnaient avec ceux d'Orange, sur des sujets de neurodiversité, sur des sujets de solidarité internationale, etc. Donc ça matchait, mais il a fait un pari. Hein. Il a été audacieux, et voilà, 5 ans plus tard, je suis toujours là. Donc je pense que avec des objectifs atteints 1 an avant l'atterrissage au plan, donc je pense qu'il a fait les bons choix. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment faire le pari de sortir de ce moule. Et justement, vous disiez pas regarder absolument le diplôme de la grande école. Ça veut dire aller lutter contre les biais. On a tous des biais inconscients, mais vraiment, encore une fois, avec la conviction qu'aujourd'hui, il n'y a plus de performance économique sans performance durable, et que pour cela, on a besoin de tous les talents. Et justement, dans l'image du groupe, est-ce que ça participe à la fois de l'attractivité d'Orange, la rétention de ces fameux talents? Et c'est indispensable, et c'est pour ça, on a discuté aussi tout à l'heure à l'instant de transparence, c'est-à-dire il faut savoir aujourd'hui les entreprises sont de plus en plus scrutées, donc s'il y a un décalage entre le discours et les faits, c'est du greenwashing, c'est du social washing. 2 grands groupes viennent d'être condamnés sur des sujets, je ne vais pas les citer, mais voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas que de l'affichage, c'est vraiment essentiel à la performance de l'entreprise. Et encore une fois, ça commence, alors il y a vraiment des leviers qui sont très importants, le mentorat. On ne répétera jamais. On a évoqué les sujets d'autocensure moi aussi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur quand j'ai postulé chez Orange. C'était tellement très loin de là où j'étais. Heureusement que j'ai eu des gens pour me dire oui, c'est possible, parce que regarde tous les soft skills, parce que j'ai eu du mentorat pour monter en compétences. Et donc voilà, aujourd'hui, on a les clés pour faire autrement. Il faut la volonté. J'ai la chance chez Orange d'être dans une entreprise qui croit fermement en cette importance de la diversité à tous les étages. Merci beaucoup. Alors, on va en venir au mot de conclusion. Alors, je vais vous demander tous les 3 de donner un mot de conclusion. C'est-à-dire pour ceux qui nous écoutent, quels seraient si vous deviez conseiller une autre grande entreprise qui a beaucoup de mal avec la diversité, quel serait peut-être, on imagine que le CEO vous demande par quoi devrais-je commencer? Quel serait le conseil que vous donneriez à ce CEO? Alors, je ne vais peut-être pas prendre Bernard Arnault comme exemple, mais imaginez un CEO dont les instances dirigeantes ou même les N-1 du COMEX ou N-2 du COMEX ne sont pas suffisamment diversifiées. Quel serait, en une phrase, le conseil que vous donneriez? Je vais me prendre la parole. En fait, ce que je pense, là, il y a une évolution dans la société française parce qu'il y a maintenant aussi une ouverture de ce qu'on lit à un peu de diversité. Mais le conseil que je donne justement, c'est il faut voir la diversité, il faut qu'on en fasse plus. C'est-à-dire la diversité, c'est aussi un atout parce que les gens qui sont de la diversité viennent déjà d'une double culture dans un monde qui est de plus en plus mondialisé. Donc avoir quelqu'un quand même qui a une double culture, même pour l'entreprise, même si elle est uniquement française, c'est quand même un atout de quelqu'un qui va permettre le développement de l'entreprise. Donc on a cette richesse-là. La double culture, c'est une immense richesse parce qu'on apporte aussi une connaissance du monde en plus. Donc il faut aussi voir qu'en fait, et voir aussi si on ne prend pas cette compétence-là parce qu'on veut toujours avoir les mêmes profils, c'est une perte pour l'entreprise et puis ça va être peut-être un concurrent dans une autre entreprise. Donc vraiment avoir cet esprit-là, et voir en fait que la diversité, c'est dans un monde vraiment de plus en plus mondialisé, interconnecté, c'est aussi une richesse supplémentaire pour le développement de l'entreprise. Merci Naïma.
Elisabeth ou Denis? Elisabeth. Je rebondis sur la double culture parce qu'effectivement, je prendrai un exemple très concret. Orange Money, énorme locomotive en Afrique, qui a facilité l'entrepreneuriat, qui a sorti des générations de jeunes entrepreneurs du secteur informel, une machine de guerre. De l'autre côté, une diaspora africaine très forte en France. Et c'est vrai que mon rapport d'étonnement quand je suis arrivée, c'est de me dire, mais je pense qu'en matchant bien les deux, on peut leverager et aller chercher de la croissance. Et je pense, bon, je n'étais pas la seule à le penser, mais je pense que le fait d'avoir cette double culture, justement, ces deux jambes, une en Afrique, une en Europe, j'aime bien le grand écart, mais bon, c'est vraiment un exemple concret de ce que vous venez de citer. Et puis pour terminer, parce qu'il y a 45 ans, je dirais, le conseil que je donnerais à un CEO, c'est simple, c'est s'ouvrir ou mourir. Intéressant, merci. Denis. Le mot que j'utiliserai à un CEO, c'est escalier. Je lui dirais que l'ascenseur social ne marche pas en France. L'ascenseur social démarre au 14e étage pour monter au 21e. Mais je dirais à mon CEO, il existe un escalier social, les personnes s'y sont engouffrées. Ils sont partis du premier étage, ils sont en train de monter les escaliers, donc regardons dans les escaliers plutôt que de regarder dans l'ascenseur. Ils sont toujours les mêmes dans l'ascenseur, regardons les escaliers, c'est là qu'est le talent de demain. Merci beaucoup, très belle métaphore. Merci. Eh ben, c'était parfait. Merci beaucoup Fabienne Michaille et un grand merci à vos invités pour ces échanges passionnants.